La pluie tombait sans relâche sur les pavés brillants de Paris, créant des rivières argentées qui serpentaient le long des rues. Je marchais d'un pas rapide, mon costume parfaitement coupé me protégeant du froid mordant. Mais malgré cette protection, une sensation de vide me rongeait l'estomac. Les gens autour de moi, pressés et absorbés par leurs propres préoccupations, ne remarquaient même pas ma présence. Je me sentais comme un fantôme dans cette ville que j'avais tant aimée, mais qui semblait maintenant m'ignorer. Mon nom est Antoine, un homme d'affaires prospère, un millionnaire selon les normes de la société. J'avais réussi à bâtir un empire dans le secteur de la technologie, mais à quel prix? Chaque jour, je me réveillais dans mon appartement luxueux, entouré de toutes les commodités que l'argent pouvait offrir, mais je me sentais plus seul que jamais. Mes journées étaient remplies de réunions, de négociations et de chiffres, mais le soir venu, je rentrais chez moi, seul avec mes pensées. Pourquoi suis-je si malheureux? Me demandais-je, alors que je contournais un groupe de touristes, riant et prenant des photos de la tour Eiffel au loin. Je me rappelais ces moments de joie partagée, mais ils semblaient si loin, presque irréels. J'étais si concentré sur ma réussite que j'avais négligé les plaisirs simples de la vie, ceux qui apportent du bonheur véritable. Alors que je poursuivais ma route, un mouvement attira mon attention. J'aperçus une silhouette frêle, à l'abri sous un vieux parapluie troué. Une femme, à peine plus âgée que moi, était assise sur le trottoir, trempée jusqu'aux os. Dans ses bras, elle tenait un bébé emmitouflé dans une couverture usée. Un frisson d'empathie parcourut mon corps. Je ralentis ma marche, mes pas me portant instinctivement vers elle. « Bonjour, mademoiselle », dis-je d'une voix douce, bien que l'angoisse me serrait la gorge. « Comment allez-vous » Elle leva les yeux vers moi, des larmes mêlées à la pluie ruisselant sur ses joues. Ses yeux bruns, si profonds et remplis de tristesse, rencontrèrent les miens. « Je fais de mon mieux », murmura-t-elle, sa voix tremblante, « mais ce n'est pas facile. » Je déglutis, me sentant soudainement coupable de ma propre chance. « Vous avez besoin d'aide, n'est-ce pas » demandai-je, réalisant à quel point ma vie était éloignée de la sienne. « Oui, mais… » Elle hésita, regardant son bébé qui s'était endormi contre elle. « Je ne sais pas où aller. » Un élan de compassion m'envahit. Je savais que je pouvais l'aider. Sans réfléchir, je sortis mes clés de ma poche. « Écoutez, je vis pas loin d'ici. Vous pouvez utiliser ma maison jusqu'à ce que vous trouviez un endroit où aller. » Elle me regarda perplexe. « Votre maison? Mais pourquoi feriez-vous cela? » Parce que je ne peux pas vous laisser ici, dans cette situation, répondis-je, mon cœur battant à tout rompre. J'ai de l'espace, et je ne peux pas rester là sans rien faire. Je lui tendis les clés. Elle les regarda un instant, puis les prit avec hésitation. « Vous êtes sûr? »« Oui, je suis sûr. Prenez soin de vous et de votre bébé. Je reviendrai bientôt. » Je ne savais pas d'où venait cette impulsion, mais quelque chose en moi me disait que c'était la bonne chose à faire. Je m'éloignais, le cœur lourd mais déterminé, laissant derrière moi la femme sans abri et son enfant. Chaque pas que je faisais me semblait plus lourd que le précédent. Alors que je marchais, je réfléchissais à ce que je venais de faire. Était-ce vraiment sage? Est-ce que je n'avais pas agi trop impulsivement? Les gouttes de pluie continuaient de tomber, mais je ne sentais plus le froid. Mon esprit était occupé par l'image de Camille, le nom que j'avais entendu à peine, mais qui résonnait déjà en moi. J'étais en train de changer, et je ne savais pas si c'était pour le mieux ou non. En arrivant devant mon immeuble, je fus stoppé net par la vue d'une ambulance stationnée devant ma porte. Mon cœur s'emballa. Qu'est-ce qui se passait? Je me précipitai vers l'entrée, l'inquiétude grandissant à chaque pas. La dernière chose que je voulais, c'était que ma décision de venir en aide à Camille ait des conséquences désastreuses. « Qu'est-ce qui se passe » demandai-je à un des paramédics qui sortait de l'ambulance, l'angoisse palpable dans ma voix. « Nous avons reçu un appel concernant une urgence médicale dans cet immeuble, » répondit-il, son visage grave. « Quelqu'un a besoin d'aide. » Je sentis un frisson glacial parcourir ma colonne vertébrale. Cela pouvait-il être Camille? Était-ce son bébé qui avait besoin d'assistance? Les questions tourbillonnaient dans ma tête alors que je me précipitais vers l'entrée de mon appartement, chaque seconde me paraissant une éternité. Je montais les escaliers 4 à 4,
ma respiration s'accélérant. L'image de Camille, tremblante et vulnérable, ne me quittait pas. Je sentais que ma vie prenait un tournant, que le choix que j'avais fait ce matin-là allait me hanter d'une manière ou d'une autre. Arrivé devant ma porte, je l'ouvris d'un coup, découvrant un chaos organisé. Des médecins s'affairaient autour de quelque chose au sol. Mon cœur se serra à la vue de Camille, allongée, inconsciente. La réalité de la situation me frappa de plein fouet. Je savais que j'avais pris une décision qui allait changer ma vie, mais je n'avais aucune idée de la profondeur des conséquences qui en découleraient. Je marchais dans les rues de Paris, la pluie continuait de tomber, mais je ne pouvais pas me concentrer sur le bruit des gouttes qui s'écrasaient contre le bitume. Mon esprit était hanté par l'image de Camille, cette femme que j'avais croisée quelques heures plus tôt. Sa silhouette, trempée et fragile, restait gravée dans ma mémoire. Je me sentais coupable d'avoir quitté son côté si rapidement, de l'avoir laissée seule dans cette tempête, alors que je me réfugiais dans le confort de ma vie de millionnaire. En entrant dans mon bureau, je tentais de chasser cette pensée, de me concentrer sur le travail. Les murs de verre de mon bureau offraient une vue imprenable sur la ville, mais aujourd'hui, même le paysage semblait terne. Je m'installai à mon bureau, une tasse de café fumant à la main, et je commençais à parcourir mes emails. Pourtant, chaque message, chaque appel, chaque chiffre ne parvenait pas à me distraire de la détresse de Camille et de son bébé. « Antoine, tu es là ?» La voix de mon assistant Marc me tira de mes pensées. « Oui, Marc, je suis ici. Qu'est-ce qu'il y a ?» répondis-je, tentant de cacher mon agitation. « Nous avons une réunion avec les investisseurs dans 1 heure. Ils attendent une présentation sur le nouveau projet. Tu es prêt ? » « Oui, bien sûr. Je vais me préparer, dis-je en forçant un sourire. Mais alors que Marc s'éloignait, je réalisais que je ne pouvais pas me concentrer sur le travail. Mes pensées dérivaient toujours vers Camille. Comment était-elle ? Avait-elle trouvé un abri ? Son bébé avait-il chaud ? La réunion approchait, mais mes inquiétudes prenaient le pas sur mes responsabilités professionnelles. En entrant dans la salle de réunion, je tentais de me donner une contenance, d'afficher une façade de confiance, mais je savais que mon esprit était ailleurs. « Antoine, pourrais-tu nous donner un aperçu des chiffres ?» demanda l'un des investisseurs, le visage impassible. J'ouvris le PowerPoint, mais les mots se brouillaient devant moi. Je parvins à articuler quelques phrases, à répondre à des questions, mais chaque minute qui passait me rapprochait de l'inquiétude croissante pour Camille. La réunion s'éternisa et je sentais mon cœur battre la chamade. Finalement, lorsque les investisseurs partirent, je pris une décision impulsive. Je n'avais pas besoin de rester plus longtemps. Je devais rentrer chez moi, vérifier si Camille allait bien. Mes collègues me regardèrent, surpris par mon empressement, mais je ne pouvais me permettre de m'attarder. Sur le chemin du retour, les gouttes de pluie commençaient à diminuer, mais la tension dans ma poitrine ne faisait qu'augmenter. J'imaginais Camille, seule, peut-être affamée, ou même malade. Je me mis à accélérer le pas, déterminé à savoir comment elle et son bébé se portaient. En approchant de ma maison, je remarquai une ambulance stationnée devant ma porte. Mon cœur s'emballa, l'angoisse me saisissant. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi y avait-il une ambulance chez moi? Je m'approchai, le souffle court, ma tête remplie de scénarios catastrophes. Non, non, murmurai-je, me répétant que tout irait bien. Je me précipitai vers l'entrée, une main tremblante sur la poignée de la porte. À l'intérieur, je vis une équipe médicale s'affairer. Mes jambes semblaient lourdes, mais je forçais mon corps à avancer. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, ma voix tremblante. Un des secouristes se tourna vers moi, l'air sérieux. « Vous êtes Antoine ?»« Oui, oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une urgence. Une femme est tombée inconsciente à l'intérieur. Nous devons agir vite. » Mon cœur se serra. Camille, c'était elle. Je ne pouvais pas croire que cela arrivait. Je me frayais un chemin à travers les médecins et les équipements, et enfin, je la vis. Elle était allongée sur le sol, la peau pâle, presque translucide. « Camille !» criai-je, une panique sourde résonnant dans ma voix. Les médecins me poussèrent doucement à l'écart, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» demandai-je, le désespoir s'emparant de moi. « Elle a eu une crise,
probablement dû à la malnutrition et au stress. Nous devons la stabiliser, expliqua un médecin, concentré sur son travail. Mais elle a un bébé. Où est son bébé? Le bébé est en sécurité. Ne vous inquiétez pas. Nous nous en occupons aussi, me répondit-il, mais cela ne calmait pas ma frayeur. Je me sentais impuissant, assis sur le banc, observant les médecins s'affairer autour d'elle. Enfin, après ce qui sembla une éternité, ils réussirent à stabiliser Camille. Je vis ses paupières frémir et un murmure échapper à ses lèvres. Mon cœur se souleva d'espoir. « Camille, tu es là. » Ma voix était douce, presque un chuchotement. Ses yeux s'ouvrirent lentement, et elle me regarda, l'air confus. « Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? »« Tu es en sécurité maintenant. Les médecins sont là pour t'aider, » dis-je, ma voix tremblante, mais empreinte de compassion. « Mon bébé, où est mon bébé? » demanda-t-elle, son regard inquiet. « Il est bien, il est avec l'équipe médicale. Tu dois te reposer maintenant, » répondis-je, essayant de la rassurer tout en luttant contre mes propres larmes. Je savais que ce moment marquait un tournant dans ma vie. Je ne pouvais plus rester spectateur. Je devais agir, prendre soin d'eux, m'assurer qu'elles aient un avenir, une chance de se reconstruire. Je marchais rapidement vers ma maison, mes pensées tourbillonnant comme les gouttes de pluie sur mon parapluie. L'image de Camille, trempée et vulnérable, me hantait. J'avais pris une décision impulsive en lui donnant mes clés, mais au fond de moi, je savais que c'était la bonne chose à faire. Pourtant, en approchant de ma rue, je vis quelque chose qui fit s'accélérer mon cœur. Une ambulance était garée juste devant ma porte. Mon estomac se noua. « Non, non, non !» murmurai-je pour moi-même, me précipitant vers le véhicule. L'angoisse me gagnait à mesure que je m'approchais. Qu'est-ce qui s'était passé? Camille et son bébé étaient-ils en danger? Je ne pouvais pas imaginer que ma bonne intention ait pu mener à une telle situation. Les portes de l'ambulance s'ouvrirent brusquement, et une équipe médicale en uniforme en sortit avec une rapidité alarmante. Ils portaient des sacs de matériel médical et semblaient en pleine action. L'un d'eux, un homme grand avec des cheveux bruns, me regarda droit dans les yeux. « Monsieur, restez en arrière, s'il vous plaît !» ordonna-t-il d'un ton autoritaire. Je me figeai un instant, mes jambes pesant des tonnes alors que je réalisais que je ne pouvais pas rester là sans rien faire. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, ma voix trahissant mon inquiétude. « C'est Camille, n'est-ce pas ?» L'homme hésita, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il comprenait ma détresse. « Nous devons l'examiner. Nous avons reçu un appel pour une urgence médicale. » « Une urgence ?» répétai-je, l'angoisse montant en flèche. Je me frayais un chemin autour de l'ambulance, mes yeux rivés sur ma maison. Les portes étaient ouvertes, et je pouvais voir des ombres se déplacer à l'intérieur. Un autre membre de l'équipe, une femme blonde avec une expression concentrée, s'approcha de moi. « Monsieur, vous devez vous éloigner. C'est pour votre sécurité et pour celle de la patiente. »« Mais c'est ma maison !» m'écriai-je, la voix tremblante. Je ne pouvais pas croire que cela se passait. Camille avait besoin de moi, et j'avais l'impression que le destin me jouait un tour cruel. Je voyais déjà des bruits de pas à l'intérieur, des murmures d'instructions. Je voulais en savoir plus, mais je ne pouvais pas entrer. Je me sentais comme un étranger sur le pas de ma propre porte. « Est-ce que Camille va bien ?» demandai-je, chaque mot sortant de ma bouche avec difficulté. J'étais sur le point de craquer, chaque seconde qui passait me semblait une éternité. La femme blonde, visiblement occupée, me lança un regard compatissant. « Nous faisons de notre mieux pour elle. Elle a besoin de soins immédiats. »« Et le bébé ?» insérai-je, ma voix à peine un murmure. La pensée de son enfant me terrifiait encore plus. Que se passerait-il si quelque chose arrivait à Camille? Qui prendrait soin de son bébé? Le bébé est en sécurité, ne vous inquiétez pas. Elle parlait avec calme, mais je pouvais entendre une note de préoccupation dans sa voix. Cela ne me rassura pas du tout. Je fermai les yeux un instant, essayant de rassembler mes pensées. Comment avais-je pu laisser cette situation dégénérer ainsi? Je n'étais qu'un homme d'affaires, mais j'avais pris une décision. Je voulais aider, mais à quel prix? Alors que je me tenais là, le cœur lourd, je me rappelais les yeux de Camille, la détresse inscrite sur son visage. J'avais voulu lui donner un refuge, et voilà qu'elle était en train de se battre pour sa vie.
Je me sentais coupable, comme si j'avais échoué à ma propre promesse. Dites-moi ce que je peux faire, lançai-je à la femme, ma voix plus forte maintenant. Je devais agir, je ne pouvais pas rester là, impuissant. Vous pouvez attendre ici, nous avons besoin d'espace pour travailler. Elle avait l'air de vouloir dire autre chose, mais elle se détourna déjà pour retourner à l'intérieur. Je restais là, à regarder l'ambulance, le cœur battant à tout rompre. Chaque minute qui passait me semblait une éternité. Je me remémorais la rencontre avec Camille, ses mains tremblantes tenant son bébé, son regard désespéré. J'avais voulu lui donner une chance, et maintenant je craignais que cela ne soit trop tard. Finalement, après ce qui parut être une éternité, l'un des médecins sortit de la maison. Il avait l'air fatigué, mais son regard était déterminé. « Monsieur, vous pouvez entrer, mais restez calme. » Je le suivis, presque en courant. À l'intérieur, la scène était chaotique. Camille était allongée sur le sol, des médecins s'affairant autour d'elle. Mon cœur se serra à la vue de son visage pâle. J'avais peur de ce que je pourrais voir, mais je ne pouvais pas me détourner. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» demandai-je, ma voix remplie d'angoisse. Le médecin qui m'avait fait entrer se tourna vers moi. « Elle a subi une crise due à la malnutrition et au stress. Nous faisons tout notre possible pour la stabiliser. Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» Ma voix tremblait. Je savais que ma question était désespérée, mais j'avais besoin d'une réponse. Nous faisons de notre mieux. La situation est sérieuse, mais nous avons espoir. Il me regarda avec une intensité qui me dérouta. Vous devez comprendre qu'elle a besoin de soutien, non seulement médical, mais aussi émotionnel. Je hochai la tête, essayant de digérer ses paroles. Camille avait toujours été forte, mais cela semblait être trop pour elle. J'avais le sentiment d'avoir échoué, d'avoir agi sans réfléchir. Si seulement j'avais pu faire plus. Je m'approchai lentement d'elle, mes mains tremblantes. « Camille !» murmurai-je, m'agenouillant à son côté. J'avais envie de prendre sa main, de lui montrer que j'étais là, mais je n'osais pas. « Je suis là, tu n'es pas seul. » Ses yeux s'ouvrirent lentement, et elle me regarda avec une expression de confusion. « Antoine ?» Sa voix était un murmure, presque inaudible. « Oui, c'est moi. Je suis ici. » Je me penchai plus près, espérant qu'elle puisse puiser de la force dans ma présence. « Tu es en sécurité maintenant. Les médecins t'aident. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, mais il était éphémère. Elle semblait si fragile, et je réalisais à quel point la vie pouvait être cruelle. J'avais voulu faire le bien, et maintenant je me retrouvais face à une réalité dévastatrice. « J'ai peur, Antoine, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Je sais, mais je suis là pour toi. Nous allons traverser ça ensemble. » Je pris enfin sa main, la serrant doucement. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais je savais que je ne pouvais pas la laisser tomber. Les médecins continuaient de travailler autour de nous, et je restais là, à ses côtés, déterminé à lui donner le soutien dont elle avait tant besoin. C'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre que je n'avais jamais prévu, mais que j'étais prêt à affronter. Je me tenais devant ma porte, le cœur battant la chamade, observant l'ambulance garée sur le trottoir. Mes mains tremblaient légèrement alors que je m'approchais, les mots de Camille résonnant encore dans ma tête. Son regard, empreint de désespoir et d'espoir à la fois, me hantait. Qu'est-ce qui avait bien pu lui arriver? Je n'avais jamais ressenti une telle inquiétude pour quelqu'un que je venais à peine de rencontrer. En franchissant le seuil, une odeur antiseptique m'accueillit, mélangée à une légère senteur de désespoir. Je me faufilai à travers la foule de médecins et de paramédicaux, ma tête bourdonnant de questions. Mes yeux se posèrent sur Camille, allongée sur le canapé, son visage pâle et ses traits tirés. Elle était inconsciente, et une perfusion était accrochée à son bras. Mon cœur se serra violemment. Comment avait-elle pu en arriver là? « Monsieur, vous devez rester à l'écart, » me dit l'un des médecins, une femme aux cheveux tirés en arrière. Ses yeux étaient remplis de compassion, mais aussi d'une autorité que je n'osais contester. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. « Va-t-elle s'en sortir ?» Elle fait une crise probablement due à la malnutrition et au stress. Nous faisons tout notre possible pour stabiliser son état, m'expliqua-t-elle, son ton calme contrastant avec la tempête d'émotions qui faisait rage en moi.
Je m'effondrais sur une chaise, mes mains agrippant mes cuisses avec force. La réalité de la situation m'assaillit. J'avais voulu faire un geste de bonté, et maintenant, je me retrouvais en train de prier pour la vie d'une inconnue. Une mère qui n'avait demandé qu'un peu de chaleur et de sécurité pour son enfant. Je réalisais brusquement que ma vie, si pleine de réussites matérielles, n'avait jamais été aussi riche d'émotions. « Où est son bébé ?» m'écriai-je soudain, mes pensées se tournant vers le petit être qui avait été si fragile dans ses bras. « Il est avec un autre membre de l'équipe, » répondit le médecin. « Nous avons appelé les services sociaux. Ils s'occupent de lui pour l'instant. » Je fermai un instant, retenant mes larmes. Camille et son bébé. Je ne pouvais pas les abandonner, et je ne voulais pas être un spectateur de leur souffrance. Je devais agir. Après ce qui sembla être une éternité, les médecins commencèrent à se retirer, laissant Camille entre les mains d'une infirmière. Je me levai et m'approchai d'eux. « Je veux savoir ce que je peux faire pour elle, » déclarai-je, la voix tremblante mais ferme. « Vous pouvez lui apporter du soutien, » me répondit la médecin. « Mais il faudra du temps. Elle a besoin de se reposer et de se rétablir. » Je vais m'en occuper, affirmai-je, sentant une détermination nouvelle prendre racine en moi. Je ne savais pas encore comment, mais je savais que je ne pouvais pas laisser cette femme et son enfant dans le besoin. Je sortis de la maison, le cœur lourd, mais l'esprit en ébullition. Je devais trouver un moyen d'assurer leur sécurité. Je me dirigeais vers le petit café au coin de la rue, celui où j'avais l'habitude de prendre mon café du matin. Les odeurs de pain chaud et de café frais m'accueillirent, mais je n'avais pas le cœur à manger. Je commandai un café noir et m'assis à une table, le regard perdu dans le vide. Mes pensées voguaient entre ma vie de millionnaire et la réalité de Camille. J'avais toujours pensé que l'argent pouvait résoudre tous les problèmes. Mais la douleur que je venais de voir dans ses yeux me prouvait le contraire. L'argent ne pouvait pas remplacer l'amour, la sécurité, ni même l'espoir. J'étais un homme d'affaires, mais à cet instant, je me sentais complètement impuissant. « Antoine ?» La voix familière de mon assistante Sophie me sortit de ma torpeur. Elle s'assit en face de moi, le regard inquiet. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air différent. » Je soupirais, luttant pour trouver les mots. « J'ai rencontré une femme aujourd'hui, une mère sans abri. Elle est maintenant à l'hôpital. » Sophie plissa les yeux, visiblement surprise. « Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Je lui expliquai brièvement la situation, mes mots se mêlant à la caféine qui s'infiltrait dans mes veines. « Je me sens responsable, Sophie. Je lui ai donné les clés de ma maison, et maintenant... » « Ce n'était qu'un geste de bonté, Antoine. Tu ne pouvais pas prévoir ce qui allait se passer, me rassura-t-elle. Mais je veux l'aider, elle et son bébé. Je ne peux pas les abandonner, dis-je, la voix tremblante. Elle me regarda intensément, comme si elle pesait mes mots. Tu sais, il existe des organisations qui aident les sans-abri. Tu pourrais peut-être les contacter, voir comment tu peux faire une différence. Je n'y avais pas pensé, avouai-je, le regard se perdant dans ma tasse. Je veux faire plus que donner de l'argent. Je veux m'impliquer. Alors fais-le, répondit-elle avec conviction. Tu as les ressources pour aider. Utilise-les. En sortant du café, je pris une décision. Je contacterai des organisations caritatives, je ferai des recherches sur la meilleure façon d'aider Camille et son bébé. Je me sentais étrangement léger, comme si un poids s'était levé de mes épaules. Peut-être que ma vie prendrait un sens nouveau. Peut-être que je pourrais être plus qu'un simple millionnaire. De retour chez moi, je trouvais Camille toujours inconsciente. L'infirmière m'informa qu'elle avait été stabilisée, mais qu'il lui faudrait du temps pour se remettre complètement. Je me tenais là, à la fois soulagé et angoissé. Je pris une grande inspiration. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais une chose était sûre, je ne la laisserais pas tomber. Pas maintenant. Je me tournai vers le petit berceau qui avait été installé dans l'autre pièce. Le bébé de Camille. Je devais m'assurer qu'il soit bien pris en charge. Mes pensées tourbillonnaient, mais au fond de moi, une certitude émergeait. Je ferais tout ce qu'il fallait pour leur offrir une nouvelle vie. Je me tenais là, dans le salon de ma maison, entouré de travailleurs sociaux que j'avais engagés pour aider Camille. L'atmosphère était tendue,
imprégné d'une mélancolie palpable. Camille était encore fragilisée par son expérience, et je savais qu'il nous faudrait du temps pour établir une fondation solide sur laquelle elle pourrait reconstruire sa vie. « Bonjour Antoine », dit l'une des travailleuses sociales, une femme d'une quarantaine d'années avec des lunettes cerclées de noir et un sourire chaleureux. « Je suis ici pour discuter des étapes que nous devrions prendre pour aider Camille. »« Oui, bien sûr, répondis-je, ma voix trahissant une légère nervosité. Je veux vraiment qu'elle se sente en sécurité et soutenue. Qu'est-ce que vous proposez? D'abord, nous allons établir un plan de réhabilitation. Cela implique de s'assurer qu'elle ait accès à des soins médicaux et psychologiques, ainsi qu'à des ressources pour l'aider à trouver un logement stable. J'acquiesçais, sentant une lueur d'espoir naître en moi. Et pour le bébé? Je veux m'assurer qu'il ait aussi tout ce dont il a besoin. Absolument, répondit-elle. Il est primordial que nous veillions à ce qu'il soit nourri, en bonne santé et qu'il reçoive un suivi médical régulier. Je vais également organiser des cours de parentalité pour Camille. À ce moment-là, je réalisais à quel point je m'étais investi dans le bien-être de cette femme et de son enfant. Je n'avais jamais pensé que ma vie pourrait prendre un tournant aussi radical, mais chaque jour, je me sentais de plus en plus impliqué. En sortant de la réunion, je pris un moment pour observer Camille, assise sur le canapé, un regard perdu dans le vide. Je m'approchai d'elle. « Comment te sens-tu, Camille ?» demandai-je avec douceur. Elle leva les yeux vers moi, son regard fatigué mais reconnaissant. Je ne sais pas vraiment. C'est un peu écrasant tout ça. Je comprends, dis-je, mais je suis ici pour t'aider. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Elle hocha la tête, ses yeux s'illuminant légèrement. Merci, Antoine. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Les jours passèrent et je commençai à m'impliquer activement dans des organisations caritatives de Paris. C'était une révélation pour moi. Je découvris un monde que je ne connaissais pas, rempli de personnes dévouées qui consacraient leur vie à aider les plus démunis. Chaque rencontre avec ces bénévoles, chaque témoignage de ceux qui avaient surmonté des difficultés me touchait profondément. Je me rendais compte que ma richesse ne valait rien si je ne l'utilisais pas pour faire une différence. Un après-midi, alors que je participais à une collecte de fonds pour une organisation qui soutenait les sans-abri, je rencontrai un homme nommé Luc, qui avait lui-même été sans-abri pendant plusieurs années. « Vous savez, commença-t-il, il y a 1 an j'étais dans la rue, perdu et sans espoir. Mais avec l'aide de personnes comme vous, j'ai pu retrouver un emploi et un logement. » Je le regardais, impressionné par sa résilience. « Comment avez-vous fait? »« C'est simple, » répondit-il avec un sourire. « J'ai eu des gens qui ont cru en moi, qui m'ont tendu la main au moment où j'en avais le plus besoin. » Ces mots résonnèrent en moi. C'est exactement ce que je voulais faire pour Camille et son bébé. Je me rendis compte que ma mission n'était pas seulement d'assurer leur bien-être matériel, mais aussi de leur redonner espoir et dignité. Lorsque je rentrais chez moi ce soir-là, je trouvais Camille assise à la table de la cuisine, un petit carnet en face d'elle. Elle écrivait, concentrée, et je ne pus m'empêcher de m'interroger sur ce qu'elle pensait. « Qu'est-ce que tu fais, Camille ?» demandai-je. Elle leva les yeux, surprise. « Oh, je note des choses, des pensées, des souvenirs. » Je m'approchai et jetai un coup d'œil à son carnet. Les mots dansaient sur la page, remplis d'émotions brutes. « Tu écris de la poésie ?» Elle sourit timidement. « Oui, j'aimais beaucoup écrire avant que tout cela n'arrive. C'était ma passion. » Mon cœur se serra. Pourquoi ne pas en parler aux travailleurs sociaux? Peut-être qu'ils pourraient t'aider à retrouver cette passion. « Tu crois vraiment que je pourrais le faire à nouveau ?» demanda-t-elle, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Bien sûr, » affirmai-je avec conviction. « Tu as un talent. Ne laisse pas les circonstances de ta vie te dire le contraire. » Les jours suivants, je contactais des organisations artistiques qui soutenaient les artistes en difficulté. Je voulais que Camille puisse retrouver sa voix créative et lui donner une chance de briller à nouveau. Chaque fois que je la voyais écrire, je voyais une partie d'elle-même se reconstruire, et cela me remplissait de joie. Un soir, alors que nous étions assis sur le balcon, je lui demandai « Camille, que voudrais-tu faire si tout était possible ?» Elle réfléchit un moment,
puis répondit doucement. Je voudrais exposer mes œuvres, partager mes mots avec le monde. Je veux que les gens comprennent ma douleur et ma beauté. Alors, faisons-le, dis-je, déterminé. Je t'aiderai à organiser une exposition. Nous allons faire en sorte que les gens voient qui tu es vraiment. Elle me regarda, les larmes aux yeux. Tu es incroyable, Antoine. Je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas à me remercier, répondis-je sincèrement. Je le fais parce que je crois en toi. Au fil des semaines, je commençais à découvrir des détails sur le passé de Camille. Elle avait été une artiste prometteuse, avec des rêves de grandeur, mais la vie l'avait poussée dans la rue. Chaque conversation que nous avions me révélait une nouvelle facette de sa personnalité, et je commençais à comprendre la profondeur de son histoire. « Camille, dis-je un jour, quel était ton rêve quand tu étais jeune ?» Elle se tourna vers moi, son regard contemplatif. Je voulais être peintre. J'ai toujours aimé capturer la beauté que je voyais autour de moi. Mais la vie a pris un tournant que je n'avais pas prévu. Je la regardais, touché par sa vulnérabilité. Je suis désolé d'apprendre cela. Mais tu sais quoi? C'est le moment de reprendre ton rêve. Elle sourit faiblement. Tu penses vraiment que je peux le faire? Absolument, affirmai-je. La vie ne te définit pas, c'est ce que tu en fais qui compte. À chaque jour qui passait, je voyais Camille se rétablir, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Elle commençait à retrouver son identité, et je savais que le chemin était encore long, mais ensemble, nous allions le parcourir. Je me tenais dans mon bureau, les yeux rivés sur la fenêtre, embué alors que la pluie tombait dehors comme une mélodie mélancolique. Cela faisait plusieurs semaines que Camille et son bébé avaient emménagé chez moi, et chaque jour qui passait, je ressentais un lien de plus en plus fort avec elle. Je me souviens de notre première rencontre, de cette étincelle d'humanité que j'avais perçue dans ses yeux fatigués. Aujourd'hui, elle avait retrouvé une partie de sa lumière, même si les ombres de son passé planaient toujours autour d'elle. « Antoine, tu es pensif encore une fois, » me taquina Julien, mon assistant en entrant dans le bureau. « Tu devrais te concentrer sur le travail, pas sur ta nouvelle vie. » Je souris, un peu gêné. « Ce n'est pas si simple, Julien. Camille, elle a besoin de moi. » « Bien sûr, mais n'oublie pas que tu as aussi des responsabilités ici. Les investisseurs attendent des résultats, » répliqua-t-il, un peu plus sérieux. Je soupirai. La pression de mon entreprise et mes nouvelles responsabilités envers Camille et son bébé me tiraillaient. Je sais, je vais m'en occuper. Après une longue journée de travail, je rentrais chez moi, l'esprit encore embrouillé par mes pensées. En entrant, je trouvais Camille assise sur le canapé, berçant son bébé dans ses bras. Elle avait l'air apaisée, son visage tendait dans un sourire lorsque je franchis le seuil. « Antoine !» s'exclama-t-elle avec une chaleur qui réchauffait mon cœur. « Comment s'est passée ta journée ?» Je m'approchai d'elle et m'agenouillai pour être à la hauteur de son regard. Comme d'habitude, trop de travail, mais je suis content d'être ici maintenant. Elle rit doucement. « Tu sais, je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu fais. Je ne sais pas où je serais sans toi. » Je secouai la tête, un sourire timide aux lèvres. « Tu n'as pas à me remercier, Camille. Je fais cela parce que j'en ressens le besoin. C'est moi qui devrais être reconnaissant. » Les jours passèrent et notre relation devint plus forte. Nous parlions de nos vies, de nos rêves et de nos peurs. Camille partageait avec moi des bribes de son passé d'artiste, ses ambitions, ses espoirs écrasés par la dureté de la vie. J'appris à la connaître au-delà de l'image d'une mère sans abri. Elle était une femme pleine de passion, d'intelligence et de résilience. Un jour, alors que nous étions assis à la table, je lui proposai de peindre une toile pour embellir la maison. « J'aimerais voir ce que tu es capable de faire, » lui dis-je. Elle parut surprise. Ses yeux s'illuminèrent d'un mélange d'excitation et de doute. « Je n'ai pas peint depuis des années, Antoine. J'ai peur. » « N'aie pas peur. Peins pour toi, pas pour moi. Laisse libre cours à ton imagination, » l'encourageai-je. Elle m'adressa un sourire timide. Après quelques heures à rassembler le matériel, elle se mit au travail. Je l'observais, admiratif. Chaque coup de pinceau semblait libérer une partie de son âme, et peu à peu, la pièce s'emplissait d'une couleur vibrante. Mais la vie ne me laissait pas de répit.
Un matin, alors que je feuilletais mes courriels, je tombais sur un message inquiétant. Gérard, mon ancien partenaire commercial, avait détourné des fonds de notre entreprise. Mon cœur se serra. Comment avait-il pu faire cela? Je me rendis immédiatement au bureau. En entrant, l'atmosphère était tendue. Les employés murmuraient, visiblement au courant de la situation. Je cherchais Gérard du regard et le trouvais dans son bureau, l'air nerveux. Gérard, nous devons parler, dis-je d'une voix ferme en franchissant la porte. Il leva les yeux, son visage blêmi. Antoine, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce qu'il semble. Économise tes excuses, Gérard. J'ai vu les chiffres. Tu as volé de l'argent. Et je ne peux pas laisser cela passer, lui rétorquai-je, la colère bouillonnant en moi. Je te promets que je vais tout rembourser. Je ne voulais pas que ça arrive, bafouilla-t-il, visiblement paniqué. Tu as trahi ma confiance et celle de notre entreprise. Je ne peux pas te laisser partir comme ça, dis-je, prenant mon téléphone pour composer le numéro de la police. Non, attends, s'écria-t-il, désespéré. Je peux tout arranger. Ne fais pas ça, Antoine. Mais il était trop tard. La police arriva peu après et je les laissai entrer. En le voyant menotter, une partie de moi se sentit coupable, mais une autre savait que c'était la seule chose à faire. La trahison devait être punie. Après son arrestation, je me retrouvai seul dans mon bureau, le regard dans le vide. Je pouvais sentir la pression de l'entreprise peser sur mes épaules, mais d'un autre côté, je savais que cet argent était une opportunité d'aider des gens comme Camille, de donner une chance à ceux qui en avaient besoin. Je commençais à réfléchir à la manière dont je pourrais utiliser les fonds récupérés. Une fondation pour aider les sans-abri, pour offrir des logements temporaires, des formations, des emplois. L'idée germait dans mon esprit comme une lumière dans l'obscurité. Le lendemain, je retrouvai Camille dans notre salon. Elle était assise à la table en train de peindre, mais elle s'arrêta en me voyant. « Antoine, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé, dit-elle, son regard inquiet. Je ris une profonde inspiration. J'ai des nouvelles. Gérard a été arrêté pour détournement de fonds, mais je veux utiliser cet argent pour créer une fondation qui aidera les gens comme toi. Ses yeux s'illuminèrent. Vraiment? C'est incroyable, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Oui, je le veux, affirmai-je. Je veux aider ceux qui, comme toi, ont perdu leur chemin. Je ne veux plus être un simple homme d'affaires. Je veux faire une différence. Elle se leva et s'approcha de moi, étreignant doucement mes épaules. Tu es un homme bon, Antoine. Je suis si heureuse que tu aies pris cette décision. Cela va changer des vies. À ce moment-là, je réalisais que ma richesse ne signifiait rien si je ne l'utilisais pas pour faire le bien. Camille et son bébé avaient ouvert mes yeux sur un monde que j'avais choisi d'ignorer. Je pouvais enfin donner un sens à mon succès, et j'étais déterminé à le faire.